Nous envoyons désormais la séquence réconciliation des territoires avec Roland Castro. Est-ce qu'il faut encore présenter Roland Castro? Oui. D'accord. Roland Castro est architecte, comme vous l'avez lu dans l'hebdo, avec sa balade de Paris en grand, mais surtout Roland Castro est depuis moins d'une semaine officiellement chargé par le président de la République d'une mission de réflexion sur le Grand Paris. Je vais juste citer un petit morceau de la lettre d'Emmanuel Macron à votre endroit. Je souhaite que vous puissiez proposer une synthèse des principaux enjeux métropolitains du Grand Paris, les modalités de la fabrique métropolitaine du Grand Paris, notamment l'articulation entre la réflexion urbaine et la construction des grands projets d'aménagement. Évidemment, vous allez participer au travail de concertation que le préfet de région a engagé. Le préfet Cadeau nous rejoindra d'ailleurs tout à l'heure en clôture. Et enfin, vos propositions doivent être rendues pour le 31 juillet 2018, en vue d'une conférence institutionnelle qu'on attend depuis un an et qui devra avoir lieu à l'automne prochain. Donc, comment travaillez-vous depuis quelques jours sur ce sujet, même si c'est un sujet, on le sait, qui vous occupe depuis longtemps, malgré tout? Oui, je travaille depuis pas mal d'années, donc je travaille à ce rapport. Je savais que la lettre arriverait, donc on a commencé un peu plus tôt. Et ça c'est... je travaille, comment vous dire, je travaille, je marche, quand je travaille, je marche. Vous êtes un marcheur? Non, je marche pas beaucoup, mais je veux dire, je tourne en rond, des post-it, mais des post-it. Qu'est-ce que vous écrivez sur ces post-it? J'ai des trucs à pas oublier. Non, je sais pas, c'est des blagues, ça. Bien sûr. Mais c'est, comment vous dire, c'est un... Si vous y alliez à mon agence, vous trouveriez un dessin, une aquarelle, qui est déjà dans l'esprit probablement de ce que je vais raconter, qui est une aquarelle qui est signée d'ailleurs aussi d'Antoine Grimbach, qui est là, qui est Cantal du Part et de moi. Cette aquarelle, elle date du 26 juillet 1983, et elle a été offerte à François Mitterrand au moment où on lançait Banlieue 89. Et elle raconte déjà que dans Paris, il y a des éléments géographiques formidables, notamment la ligne des forts de la première couronne. Elle raconte déjà que le parc de la Courneuve est une zone parc et qui pourrait devenir autre chose, comme une sorte d'immense parc Monceau, et pas simplement une zone parc, comme, y compris les parcs sont faits très souvent en banlieue. Il raconte déjà que Canal de Ourcq est un élément majeur de Paris. Il raconte déjà la Seine, la Marne. Il remarque, il met la volonté de mettre l'opéra au confluent de la Seine et de la Marne, et pas là où on l'a mis aujourd'hui. Il racontait même qu'on mettait la grande bibliothèque là où il y a aujourd'hui le Stade de France. Donc il raconte déjà que le Grand Paris, c'est de multiplier les polarités en dehors du centre historique et de fabriquer des lieux aussi beaux que le centre historique. Et il se donnait déjà l'ambition de dire qu'on atterrit à Charles de Gaulle et que on va peut-être d'abord sur le canal de l'Ourcq avant d'aller dans l'île de la Cité. Voilà. Voilà. Et il se donnait l'ambition en plus, déjà, qu'il n'y ait plus un endroit moche ou tragique dans la banlieue parisienne, et notamment tous ces endroits qu'on dit de relégation ou d'assignation à résidence. Ah Bien. oui, ça, alors depuis, il y a eu des tas de trucs. C'était une volonté du président de la République, justement, de sortir les gens de l'assignation à résidence. Il a confié un rapport à Jean-Louis Borloo. Il y a eu ensuite, on s'est vu à l'Élysée, le discours « La France, une chance », justement. Est-ce que vous trouvez les objectifs assez ambitieux, justement, du président de la République en matière de lutte contre la ségrégation spatiale, sociale, économique? Alors, en tout cas, la demande qui m'est faite, elle est très ambitieuse. Donc, je pense que on va essayer de répondre à cette ambition. À mon avis, c'est la seule ambition. Il faut rajouter à la question sociale la question de l'attractivité économique et la question du réchauffement climatique et de tout ce qu'on a entendu dans vos tables rondes. Et à mon avis, on a l'enjeu de ce qu'est une métropole du Grand Paris que je vais suggérer d'appeler Paris en grand, puisqu'une des choses qui va être dans le rapport, qui ne coûte pas d'argent, la Défense, ils ont faire des grandes études pour s'apercevoir qu'il fallait qu'il s'appelle Paris la Défense.
Et l'aéroport a mis du temps aussi à s'apercevoir qu'il devait s'appeler Paris-Charles de Gaulle, mais nous, on va appeler tout Paris. Donc il y aura Paris-Versailles, Paris-La Courneuve, Paris-Sevran et Paris-Chelles. Et ça voudra dire que le signifiant Paris, il ne va pas être réservé aux habitants de Paris, par exemple. Est-ce que vous en avez déjà parlé avec les maires concernés? Oui, c'est une chose dont je parle souvent, oui. Je pense qu'il y a des tas de choses qu'il ne vont pas découvrir. Je pense que ce que je vais raconter, il est pas... il y a des tas de gens qui l'ont parfois entendu, vu, ou même vu réaliser. La seule chose qui va être, à mon avis, extrêmement importante, et si je prends votre sondage paru dans la Tribune, que j'ai regardé avec attention, comme il faut dire, il y a un truc qui manque comme question. La question du moche. Ah, oui. La question du moche ou du beau. Elle n'est pas posée. Or, c'est une des questions, à mon avis, les plus sérieuses de la vie métropolitaine. Comment embellir la ville? Oui, mais c'est une très, très importante question parce que on a l'habitude d'appeler ça beau, ce serait une cerise sur le gâteau, et à mon avis, c'est la cerise qui permet de fabriquer le gâteau. Voilà, c'est plutôt ça. Donc cette question-là est très importante parce que le sentiment d'humiliation que donnent certains bâtiments, certains quartiers, certains centres commerciaux qui vous attrapent comme des nigauds consommateurs et qui vous traitent pas du tout comme des citoyens, qui, quand on vous ont attrapé à l'intérieur, retrouvent d'ailleurs un bout d'esprit village pour vous faire croire que vous êtes dans un village. Ce genre de situation urbaine est moche, pathétique, provoque de l'incivilité et il est vraiment question de tenter de transformer tout ça et de faire qu'il n'y ait plus de zones industrielles, de zones commerciales, de zones d'habitat. Toute cette pensée qui a haché le territoire disparaisse. Donc c'est Valérie Pécresse a annoncé récemment qu'elle voulait bientôt faire une nouvelle politique de destruction des grands ensembles pour reconstruire des meilleures choses. Je ne sais pas si elles seront plus belles. Et justement, il faut tout raser et reloger les gens. En attendant, il est... Bon, ça, si vous connaissez un peu mon travail, c'est pas ce que je préconise. Moi, je préconise plutôt qu'on parle de ce qui existe, qu'on le transforme, qu'on le remodèle, qu'on le fasse muter. C'est beaucoup moins violent, beaucoup plus sympathique pour les gens. Ça n'est pas le traumatisme absolu de la démolition. Il y a vraiment une époque, en plus, que je déteste, où on faisait des démolitions spectacles. Et je trouve ça absolument infamant. Moi, je suis plutôt pour qu'on transforme les quartiers sur eux-mêmes, comme toute l'histoire des villes l'a faite au cours du temps. Donc je pense que, prenez un mec comme Haussmann, que vous connaissez tous, il a quand même sauvé 2 rues historiques extraordinaires, la rue Saint-Martin et la rue Saint-Denis, parce qu'au milieu, il a mis le Sébastopol. Il a remodelé Paris, il a gardé pourtant le cachet et l'histoire de Paris du Moyen-Âge et de la Renaissance. Donc le remodelage, c'est à toutes les échelles, y compris sur le plan urbain. Et donc la bonne manière de faire de la ville, c'est pas tabula rasa, c'est jamais tabula rasa d'ailleurs, c'est toujours une histoire avant, et c'est au contraire retravailler la ville sur elle-même. Mais dans le cas précis, Pécresse n'a pas tort non plus. Elle n'a pas tort non plus parce qu'il y a des endroits sur lesquels, à mon avis, ils font une action énorme de transformation pour qu'ils deviennent désirables pour tout le monde. Pas simplement supportable pour ceux qui y habitent. Est-ce que Patrick Ollier, avec ses concours Inventons la métropole 1 et 2, est le baron Haussmann du XXIe siècle? Il a dit ça? Non, c'est une question. Parfois, on l'entend. Non, mais d'abord, Haussmann, il va arriver tout à l'heure, c'est le préfet. À la rigueur, moi, j'aurais droit à être Alphonse. Alphonse, c'est le type qui faisait les jardins, qui a accommodé tous les restes de Paris, qui est un type absolument extraordinaire, avec une série de jardiniers magnifiques. Et c'est eux qui ont donné, la poétique de Paris. Donc, Haussmann, c'est pas mon objectif. Moi. Je pense qu'il faut... Sauf que simplement, on est arrivé à un moment historique, après 80 ans,
où on n'a pas pensé très sérieusement cette question. La dernière fois où on l'a pensé sérieusement, c'est le Fonds populaire, avec le plan de Morizet et de Prost. Et depuis, on a pensé très mal, pour des tas de raisons, un peu long à expliquer comme ça. Et je pense que la bonne manière de s'y prendre, c'est de démarrer par Alphand. Et à partir d'Alphand, on va fabriquer Haussmann. Je crois que c'est ça. C'est même le sens, je pense, de la lettre que m'a envoyé le président de la République. Et je voulais vous demander aussi, qu'est-ce que vous pensez des nouvelles techniques architecturales comme le biomimétisme, s'inspirer de la nature pour construire des nouveaux bâtiments, ou bien même la construction en bois qui stocke le carbone, qui retient le CO2, qui fait aussi travailler les zones rurales, les zones périphériques? Je suis archi pour. Je vais vous dire quoi? Je vais vous dire que je suis contre. Non. Pas du tout. Je peux même vous dire que oui, tout ça est formidable. Je pense que simplement, il y a une question. Ce sont les outils à manipuler dans le cadre d'un urbain à remanier. Voilà. Mais je suis archi pour, bien sûr. Je suis même. Comment vous dire? Je suis pour toutes les innovations, à condition qu'elles n'absolutisent pas leur innovation comme la clé du truc. Je trouve qu'un éco-quartier, c'est bien, mais si c'est un quartier éco, d'abord un quartier. Je pense qu'une Smart City, pourquoi pas, mais d'abord une city, s'il vous plaît. D'autant que Smart City, c'est encore moins fréquentable, si je puis dire, que éco-quartier. Comment ça? Bon, c'est plus gadget, si vous voulez, qu'un quartier écologique qui est responsable, qui est une vraie idée. Mais j'ai la trouille. J'ai la trouille. Oh, pas une trouille. Mais disons que je connais trop le dernier truc à la mode qui semblerait être la solution. Et j'ai un souvenir du sauvetage des banlieues par des portes blindées. C'est Paul Quilles qui avait cette idée formidable. Alors en plus, il y avait un mode de financement, je ne vous dis pas le détail, 80% l'État, 20% machin, à moins que ça, 10%, 80%, pour blinder les portes. Une fois qu'on a blindé les portes, je pense que la question de l'associabilité n'est pas entièrement résolue. Donc si vous voulez, il y a toujours des histoires qui débarquent et qui absolutisent le discours urbain. Alors la vraie question, c'est les lieux. C'est le lien social. La flânerie, le lieu où on travaille, comment on va à l'école, comment ça se passe à l'école. Par exemple, une des choses que je mets dans mon rapport, c'est que je vous signale que les grands lycées parisiens sont entourés de bistrots. Et quand on fait un lycée dans certains coins, on n'a pas le droit de mettre des bistrots à côté. Ce sont des questions sur lesquelles... Or, il n'y a pas d'histoire de la pensée dans notre pays s'il n'y a pas de bistrot. Il n'y a pas de littérature s'il n'y a pas de bistrot. L'alcool est interdit aux mineurs. Pardon? L'alcool est interdit aux mineurs, et au lycée, ils sont encore trop jeunes pour boire au bistrot après les cours. Le bistrot, l'alcool est interdit aux mineurs, mais enfin, il y a... Les cafés. Il n'y a pas que... Ça s'appelle des cafés, oui. C'est des lieux de rencontre, c'est mieux qu'une... C'est ça pour vous, la Smart City, la ville intelligente, pour vous, c'est la ville du lien social, justement. C'est ça, si je vous comprends bien. Oui, c'est une bonne idée quand même, non? C'est le défi de la chose. 10 millions d'habitants en plus, ça veut dire comment on gère cette grande échelle, qu'est-ce qui se passe à cette grande échelle, qu'est-ce qui se passe pour chacun. Et comment dans cette grande échelle, on arrive à avoir son village, son quartier, son aire entre le travail et les loisirs et bénéficier d'un immense lieu qui peut être un cabinet de curiosité absolument extraordinaire et dans lequel on peut voyager. Une des caractéristiques du Grand Paris, c'est que c'est un lieu de voyage. C'est un inépuisable lieu de voyage. Il faut l'imaginer comme ça. Mais il faut partir du fait qu'en effet, pour chaque enfant, il y a une urbanité normale. C'est-à-dire, en gros, un droit à l'urbanité. Il ne faut pas qu'il y ait un môme qui puisse dire celui de là-bas, de la ZUP, du truc là-bas. Voilà, ça c'est la question de base. Et je voulais vous poser une autre question, mais le temps est déjà écoulé. Si très rapide. Si on se dirige vers une suppression des départements de la petite couronne, comme on le dit, est-ce qu'on ne va pas aussi supprimer les adjectifs accolés à certains départements de petite couronne? Mais moi, je ne sais pas où en touche, mais il n'est pas prévu que je réponde à cette question. J'ai peut-être une opinion personnelle, encore je ne suis même pas sûr de l'avoir.
Ce que je sais, c'est que j'ai un travail à faire qui va permettre d'essayer de comprendre cette question. Voilà. Et donc, je ne peux pas vous répondre à cette question. Il y a des départements qui ont fait un travail formidable par endroits, et je ne veux pas le nier. Donc, mais je n'ai aucun moyen de vous répondre à cette question. Non pas que, je pense d'ailleurs que c'est une question qui, j'espère que mon rapport servira à nourrir le débat sur cette question. Entendu. Merci beaucoup. Merci à vous.